Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la nouvelle update lecture et je suis, j'avoue, extrêmement fière de moi parce que c'est la dernière vidéo qui sort sur octobre hors vlog. Demain ça sera pour vous déjà le dernier vlog. Je dis déjà avec le sourire parce que en vrai j'ai hâte que ce soit fini, je vous avoue. Bref, c'est pas la question. Donc c'est la dernière vidéo d'octobre hors vlog et je parle des premiers livres que j'ai lus en octobre. Au début du mois, je sais pas si vous vous rappelez, je vous parlais des livres que j'avais lus en juillet. J'ai hyper bien rattrapé mon retard, je suis contente, c'est aussi dû au fait qu'en août, j'ai pas beaucoup lu, on va pas se mentir. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai commencé en août et que j'ai terminé dès le début octobre, oui bah c'est comme ça. Et globalement, on est sur deux échecs, dont un qui m'a brisé le cœur, vraiment, et deux très très bonnes lectures. Pour une fois, on finira par les bonnes lectures, c'est quand même pas mal moi je trouve. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Le secret de l'inventeur, le tome 2, L'énigme du magicien, de Andrea Cremer. J'avais tellement hâte de lire ce livre, j'avais tellement hâte de retrouver les personnages et l'univers. Franchement, j'étais trop contente de l'ouvrir. Je l'ai commencé en me disant ça va être trop cool, ça va être génial. Et vous le voyez venir, ça a été une déception, mais alors monumentale. Vraiment, vraiment, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Vraiment pas compris. En fait, je suis pas patiente avec les livres, c'est-à-dire que si dans les 30-40 premières pages, ah oui, j'ai pas de patience, hein, je l'ai dit, si dans les 30-40 premières pages, l'auteur ou l'autrice ne m'a pas convaincu que ce qu'il allait me raconter et ce qu'il allait faire avec ses personnages allait m'intéresser, en général, je vais pas plus loin, vous voyez. Du coup, je suis pas patiente avec les bouquins, et je suis pas patiente non plus quand c'est un premier tome de saga, parfois de la fantaisie adulte, parfois une longue saga. Quand on m'explique que le livre fait 500 pages et que du coup il met 100 pages à démarrer parce que bah tu comprends, ça fait 500 pages, alors ça me... non, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Un livre qui met 100 pages à démarrer, moi, ça me fatigue. Donc déjà, avec un tome 1 qui met 100 pages à démarrer, c'est très rare que j'y arrive. Mais là, j'ai lu 107 pages du tome 2 et je me fais chier. Il ne se passe rien. On les suit, ils montent dans un train, et puis ils s'enfuient, et puis l'hôtel se paume dans un labyrinthe, et il faut la chercher. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on se fait chier comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends pas. Je ne comprends pas vraiment. On est avec des personnages que j'aime, on est dans un univers que j'aime. Donc pour Abel, ici, on est dans une uchronie aux États-Unis. Et en fait, l'uchronie porte sur le fait que les États-Unis n'ont pas obtenu leur indépendance et restent sous la couronne anglaise, sous le gouvernement anglais. Et donc, il n'y a pas d'États-Unis, il n'y a pas de gouvernement américain, il n'y a pas tout ça. C'est les Anglais qui dirigent là-bas. Et nous, on suit un groupe de personnages qui veulent l'indépendance américaine, justement, qu'ils n'ont pas eu comme ils ont eu dans la réalité. Vous avez compris? Et donc, à la fin du tome 1, il s'est passé un événement assez compliqué. Enfin bon, bref, le tome 1 finit sur une espèce de cliffhanger en mode « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» tu vois. Du coup, je m'attendais à ce que le tome 2 démarre en mode il se passe ça, ils vont faire ça, et on a les explications, et on a ci, et on a ça. Et pas du tout. Le tome 1 démarre sur des personnages qui hésitent, qui tâtonnent, qui se baladent, qui discutent, qui attendent. Pourquoi on se fait chier comme ça? Vraiment, je ne comprends pas. On se fait chier. Enfin, moi, je me fais chier en tout cas. Je suis dégoûtée. J'adore l'univers, j'adore les personnages. J'ai adoré le tome 1. Et là, ça fait 100 pages que j'attends qu'il se passe quelque chose. Que j'attends que ça démarre, en fait. Alors, autant j'ai déjà de base très peu de patience avec un tome 1 qui met 100 pages à démarrer, autant je peux comprendre que l'autrice ou l'auteur ait besoin de 100 pages pour présenter ses personnages, mettre en place les choses, poser l'univers, poser les bases et tout. Autant là, tout ça c'est déjà fait en fait. L'univers est déjà posé, les personnages on les connaît. Pourquoi on a 100 pages de vide? Pourquoi on a 100 pages où il se passe rien? Moi je comprends pas, je suis désolée, je ne comprends pas. Donc, franchement, au bout de 50 pages, j'en avais déjà ras le cul. Mais, pardon pour le gros mot, mais comme j'ai vraiment aimé le tome 1 et j'ai vraiment adoré les personnages, l'ambiance, l'univers et tout, je me suis dit, je vais continuer, sauf qu'au bout d'un moment, je ne peux plus avancer dans un livre où il se passe rien, où je m'ennuie, c'est pas possible, je ne peux pas. Donc, ça m'a brisé le cœur de faire ça, mais j'ai abandonné ce livre et j'ai abandonné la saga. Je suis dégoûtée, mais c'est la vie. Le deuxième que j'ai tenté, c'est une partie de badminton de Olivier Adam, et je me rends compte de plus en plus que c'est pas que j'aime pas le contemporain, que ce soit adulte, young adulte ou même jeunesse, c'est juste que soit ça passe, soit ça casse. Soit j'adore, je surkiffe, comme c'est le cas d'Yanis Ludic, comme c'est le cas des autres à Olivier Adam, comme c'est le cas, je sais pas moi, d'autres livres, d'autres autrices comme Marie Pavlenko et tout là, soit je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, soit je n'arrive pas à m'impliquer dans ma lecture. C'est fou, en fait. Soit ça ne passe pas. Juste ça passe pas, en fait. Et ben là, ça passe pas.
Voilà, donc je suis un peu dégoûtée parce que Olivier Adam est un auteur que j'aime beaucoup. Ça me fait aussi un peu peur parce que j'ai mis un autre Olivier Adam dans ma pile du Pumpkin, je vous avoue. Mais là, vraiment, ça passe pas. Après, je me dis, avant de lire, avant de tenter celui-là, j'avais lu que du young adulte écrit par lui. Du coup, peut-être que j'aime juste le young adulte et pas l'adulte avec lui, c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, en fait, ce que je reproche à tous les contemporains que j'ai abandonnés et que j'ai pas aimés, c'est que le personnage est plat, le personnage est inintéressant. Moi, ça m'intéresse pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, mais ça m'intéresse pas de lire la vie de ma voisine, hein, de lire la vie lambda de ma petite voisine qui se lève, qui se prépare, qui va au travail, qui revient, qui t'explique que oh, sa maman elle l'embête parce que s'est disputée avec. Ça m'intéresse pas. La vie des gens ne m'intéresse pas, de base, hein, c'est comme ça, la vie des gens ne m'intéresse pas. Et puis alors, la vie des personnages fictifs, vraiment, ça m'intéresse pas. Si c'est pour lire la petite vie plan-plan d'un petit personnage fictif, eh ben je lis pas en fait. Moi je suis désolée, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut que le personnage soit un minimum attachant, qu'il se passe un minimum de trucs dans sa vie, comme c'est le cas dans Part avec lui d'Agnès Ludi, comme c'est le cas dans La mort est une femme comme les autres, comme c'est le cas dans Les Fanny Flag. Enfin, je sais pas, vous voyez, un truc qui fait que leur vie est un minimum intéressante et mérite d'être racontée, selon moi, évidemment. Mais là c'est pas le cas du tout. Là, on suit Paul Lerner, qui est un écrivain qui est un peu en mode déprime. Alors déjà, je me rends compte de plus en plus que les personnages de contemporains en mode déprime, en mode ma vie c'est de la merde, moi je peux pas, vraiment j'ai envie de les tarter, j'y arrive pas possible. Donc bref, l'homme là, j'allais dire le jeune homme, mais pas du tout, c'est un père de famille adulte, enfin bref, il doit avoir 40 ans. Bref, ce charmant monsieur déprime, il est au bout de sa vie, il n'arrive pas à écrire un autre livre, ses fans le boudent, enfin bon bref, vous voyez, il a une vie de merde. Moi les personnages qui ont une vie de merde, ça me fatigue, hein, mais bon bref, passons. Ils ont emménagé avec sa femme et ses 2 enfants, je crois, à Paris quand il a été publié pour la première fois, parce que c'était plus simple pour les interviews, la maison d'édition, machin et tout. Sauf que là, il arrive plus trop à écrire, il est un peu en mode dépression et tout, donc du coup il retourne en Bretagne, là où il vivait avant. On a le droit à la petite crise d'adolescence de sa fille parce que, ah là là, il faut déménager, tu te rends pas compte. Alors je comprends ce sentiment de il faut déménager, il faut tout quitter, et j'ai pas envie de le faire parce que j'ai 15 ans, parce que voilà. Je comprends parce que j'ai vécu ça de nombreuses fois dans ma vie. Mes parents adorent déménager. Pour vous donner un ordre d'idée, mes parents déménageaient à peu près tous les 3-4 ans. Ouais, c'est juste relou, on est d'accord. Parfois, on restait même pas un an dans une maison, je vous jure que c'est vrai. Donc le déménagement et le sentiment de devoir tout quitter encore, je le connais très bien. Je le connais au point que, quand je suis rentrée en 6ème, on venait juste d'emménager dans une nouvelle maison, et c'était une location. Donc je savais pertinemment... Non, c'était pas une location. Non, c'était pas une location. Mais bref, on est d'emménager dans une nouvelle maison. Je rentre en 6ème, donc dans un nouveau collège avec des gens que je connais pas. En plus, ce qui est chiant, c'est que plus tu vieillis, plus tu tombes avec des gens qui se connaissent depuis qu'ils sont petits. Et toi, tu débarques, ils ont plein de délires ensemble, plein de souvenirs ensemble, et tout à rien parce que tu viens de débarquer en fait. Bref, passons. Donc je rentre en 6ème et j'avais décidé de pas me faire des amis. Je me suis dit, ça sert à rien. Dans 2-3 ans, ils vont me dire on déménage, il va falloir que je recommence. Donc j'ai passé tous les premiers mois de ma 6ème toute seule, en mode pas d'amis, ça sert à rien. De toute manière, je vais les quitter dans pas longtemps. Ma grande sœur à l'époque était dans le même collège que moi, du coup elle m'a dit non mais Audrey tu peux pas rester toute seule, faut faire quelque chose. Bref, elle m'a convaincue de me faire des amis, vous me voyez venir je pense, je me suis fait des amis, et à la fin de la 5ème, on a déménagé. Voilà. L'histoire de ma vie, donc je comprends parfaitement ce sentiment d'adolescente qui ne veut pas déménager, autant je le comprends, autant je l'ai vécu, autant je suis d'accord, autant le lire, moi ça me tape sur le système, je sais pas, en fait les personnages qui passent leur temps à se plaindre et à geindre, j'ai envie de les secouer et de les tarter, je n'y arrive pas, c'est comme ça. Bref, donc du coup la petite adolescente elle pique sa crise, machin et tout blabla, ils arrivent en Bretagne et lui il va commencer à écrire un bouquin, et en fait on va suivre cet homme qui écrit son bouquin et qui vit sa petite vie plan-plan avec sa femme et ses 2 enfants. Moi ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, je suis même pas arrivée au moment où le badminton entre en compte, je sais même pas comment il entre en compte et je m'en fous. Vraiment, j'ai dû lire une 50aine de pages et ça m'intéresse pas. Voilà, donc j'ai pas lu. On va passer à 2 livres que j'ai terminés, que j'ai aimés et que vous m'avez vu lire dans les premiers vlogs du coup du mois d'octobre. Le premier, j'adore cette saga, vraiment, mais plus j'avance dans la saga et plus je parle des termes en écriture, moins je sais quoi dire. Parce qu'il se passe tellement de choses, c'est tellement dense que je sais plus quelles informations on avait au début du tome 1. Et le but des updates lecture, c'est de donner envie de lire les livres que j'ai adorés aux gens, évidemment, de partager mes lectures et de pas spoiler en fait. Du coup, je sais pas trop comment parler de cette saga maintenant et je suis à la fin du tome 2, donc ça me déprime un petit peu pour la suite, mais on verra. Bref, j'ai lu La Roue du Temps, tome 2, partie 2, La Grande Quête.
de Robert Jordan. Donc c'est celui-là qui était dans la palle du mois d'août, que j'ai commencé au mois d'août et puis que j'ai délaissé, que j'ai repris, que j'ai redélaissé, que j'ai repris, que j'ai... Enfin bref, c'est une catastrophe ce livre. Mais j'ai réussi à le terminer et je l'ai dit en vlog, c'est la seule saga pour laquelle je suis capable de poser le livre pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et d'y retourner comme si de rien n'était. J'adore ça. En général, quand je pose un livre plus d'une semaine, c'est que je ne vais pas le reprendre. Hein. Vous voyez, c'est qu'il traîne et que j'ai pas envie d'y aller. Mais là, c'est juste que j'attends le bon moment. Et fin septembre, début octobre, bon, je l'ai terminé début octobre quand même, mais courant du mois de septembre, j'avais pas trop le temps. Parce qu'avec mon boulot, c'était la guerre. Enfin bref, j'étais fatiguée. Donc lire de la fantaisie adulte le soir quand je rentrais, franchement, j'avais pas envie. Mais je me suis un petit peu violence début octobre pour le terminer parce que je me suis dit ça suffit maintenant, il me reste 100 pages, il faut que je les termine et je les ai lus. Donc voilà, je suis contente. Et en fait, c'est de la fantaisie adulte, c'est un univers ultra dense avec beaucoup de personnages, beaucoup de créatures, beaucoup de villes. Les personnages se baladent énormément sur toute la map, d'ailleurs je vais vous la montrer. Sur toute la map de l'univers, vraiment ils passent son temps, ils passent leur temps à voyager et tout. En plus, comme on est dans un univers de fantasy, il y a de la magie, il y a des espèces de passages hyper rapides où tu peux prendre le passage et tu te retrouves d'un bout à l'autre de la map, comme ça, littéralement. Du coup, enfin vraiment, ils bougent beaucoup, il se passe beaucoup de choses. On suit plusieurs groupes de personnages, parfois ils se rejoignent et puis ils se séparent en d'autres groupes différents. Enfin vraiment, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est dit comme ça, t'as l'impression que tu vas être complètement paumé là-dedans. Mais Robert Jordan est tellement fort, est tellement doué et c'est tellement bien décrit que en fait, bah ça passe. Ça va, vraiment ça va. Et je suis capable de m'arrêter même en plein milieu d'un chapitre, de poser le livre 1 semaine, de le reprendre et à la première phrase, je sais où j'en étais, je sais où sont les personnages, je sais avec qui je suis, je me rappelle de tout, vraiment. Alors je sais pas si c'est juste, enfin si c'est parce que moi j'aime vraiment cette saga et j'aime vraiment ces personnages, ou si tout le monde est capable de faire ça avec cette saga et que c'est juste parce que Robert Jordan est trop fort. Ça me fait de plus en plus peur le moment où on va passer au livre écrit par... comment il s'appelle? Sanderson. Son nom de famille c'est Sanderson, mais j'ai plus son prénom. Voilà. C'est un autre auteur de fantasy, un grand auteur de fantasy. Brandon Sanderson. Oh, j'ai retrouvé. Et en fait, Robert Jordan est malheureusement décédé avant d'avoir terminé l'écriture de sa saga. Il avait laissé des notes, il avait laissé des plans pour la fin, et du coup, Brandon Sanderson a repris la réécriture de La Roue du Temps, j'avais perdu le nom, pour la finir et pour donner aux fans la fin de la saga. Mais pour moi, le plaisir que j'ai à lire cette saga et le fait que j'aime tellement cette saga repose en énorme partie sur l'écriture et sur la construction de Robert Jordan. Du coup, j'ai peur, le moment où on va passer à Brandon Sanderson. Je refuse de lire du Brandon Sanderson tant que j'ai pas terminé cette saga-là. Donc probablement que je lirai du Brandon Sanderson dans 10 ans. Mais ouais, voilà, je sais que c'est un grand auteur que beaucoup de monde aime. Il y a des gens qui sont hyper fans de Brandon Sanderson et tout. Mais moi, je lirai du Brandon Sanderson quand j'aurai terminé La Roue du Temps. Donc là, je suis au tome 2, on a le time. Mais vraiment, j'adore. Pour l'histoire que vous vous demandez tout à l'heure de quoi ça parle de 3 jeunes hommes. Alors là, je vais vraiment vous raconter le tout début du tome 1. Parce qu'après, comme je l'ai dit, ça part en couille dans ma tête et je sais plus quelles infos on a eu quand. On est qu'à la fin du tome 2. Et franchement, il s'est déjà passé tellement de choses, c'est fou. Bref, au début du tome 1, on est dans un petit village normal, tranquille, tout va bien. Il y a déjà un petit peu de magie dedans avec la sage dame, qui est une espèce de guérisseuse du village et tout, enfin bon, bref. Et on rencontre 3 jeunes hommes qui sont amis depuis qu'ils sont nés et tout, et ils sont tous bien dans leur vie, machin. Et il y a une Aes Sedai, donc c'est une espèce de magicienne dans l'univers, qui débarque là-bas. Il y a une attaque avec des espèces de méchants et tout, des espèces de bêtes cheloues. Et l'Aes Sedai voit les 3 garçons et leur dit, en gros, ces personnes-là sont venues pour vous. Moi, je peux vous aider à comprendre pourquoi elles sont là, comprendre qu'est-ce que vous avez à voir avec ce délire, alors qu'a priori, vous êtes 3 fermiers d'un petit village et c'est pas votre délire, tu vois. Par contre, si vous voulez que je vous aide, il faut que vous veniez avec moi. Et donc, à partir de là, on va suivre leur première quête des fantaisies. Ils vont partir avec cette Aes Sedai avec d'autres personnes. Et on va les suivre là-dedans, et petit à petit ils vont découvrir c'est quoi ce délire, c'est quoi les bails, prendre les attaques, qu'est-ce que c'est que ces créatures, qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et ce que j'aime aussi particulièrement avec Robert Jordan, c'est que donc je l'ai dit, on a 3 garçons de concernés au début du livre, on a 3 garçons qui sont embarqués dans une espèce d'histoire de fantasy alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Mais on a aussi l'Aes Sedai qui est une femme, et on a aussi 2 jeunes filles du village qui vont partir avec eux.
Donc on n'a pas juste un univers ultra masculin avec la fameuse petite pancarte là, vous savez, c'est de la fantaisie adulte, donc c'est masculin. Non, on n'a pas ça. Et j'adore ça. Et encore, et en plus c'est une saga qui a été écrite, si je me trompe pas, dans les années 80. Donc je trouve ça ouf. Vraiment, je trouve ça ouf que dans les années 80, on ait des auteurs qui aient réussi à créer des personnages féminins en fantaisie adulte qui vaillent le coup. Vraiment, des personnages qui sont cool, qui sont importants et qui sont féminins. Enfin, vraiment, qui sont vraiment bien construits en mode féminin. Vous voyez, c'est pas des personnages féminins en mode garçon manqué. Pas du tout, c'est pas le cas. Et vraiment, j'aime bien. Et du coup, ça apporte à la saga des histoires d'amour, des histoires de cœur, de qui aime qui, de qui tombe amoureux de qui. Ce qui apporte un petit peu de légèreté en fantaisie adulte, parce que je vous avoue que sinon c'est un petit peu lourd à lire, on va pas se mentir. Hein. Ça se lit facilement, ça se lit bien, et j'aime bien cette saga, c'est pas la question, et ça reste de la fantaisie adulte quand même. Ça se lit beaucoup moins facilement que le livre que je vais vous présenter après. Par exemple, et surtout, ce qui m'aide énormément dans cette lecture, c'est la musique. Pour chaque saga que je commence, j'écoute une musique en boucle, du tome 1 au dernier tome, donc soit le dernier tome de la saga si je la finis, soit le dernier tome que je lis parce que j'ai abandonné la saga. Et là, la musique m'aide énormément. J'ai pris énormément de temps à choisir la musique pour cette saga. Je voulais une musique particulière, je voulais une musique lente, je voulais une musique douce, je voulais une musique chantée par un homme. Enfin vraiment, j'avais plein de critères pour cette saga en particulier. Je voulais vraiment une musique d'ambiance. Donc c'est moi qui choisis la musique, c'est toujours moi qui choisis la musique. Mais il y a des fois, il y a des musiques, j'en écoute 2-3 et puis j'en choisis une un peu au hasard en mode vas-y, ça va le faire, tu vois. Là, vraiment, j'ai pris du temps pour choisir cette musique, pour choisir l'artiste, pour choisir le tempo, pour choisir tout. Et je regrette pas. Franchement, je regrette pas d'avoir passé autant de temps à choisir la musique parce que il suffit que j'ai les premières notes de la musique et ça m'aide à rentrer dans l'univers, ça m'aide à lire la saga, ça m'aide à être dedans et à ne rien faire d'autre, à ne penser à rien d'autre. C'est vraiment génial. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire en écoutant une musique en boucle, mais vraiment, ça aide vraiment à déconnecter en fait. Bref, on s'en fout. Et du coup, cette musique, peut-être ça vous intéresse, c'est My Little Prayer de David Archuleta. Voilà, j'adore cette musique, j'adore cette saga. Je vais bientôt lire le tome 3 partie 1 du coup. Et voilà, il est dans la palle de novembre, normalement vous l'avez déjà vu parce que c'était l'avant-dernière vidéo pour vous. Du coup voilà, j'ai pas mal hâte de replonger dedans. Bon là au moment où je tourne cette vidéo, il me reste encore quelques temps avant de plonger dans le tome 4, parce que dans le tome 4, dans le tome 3 partie 1, parce que novembre est encore un petit peu loin pour moi. Mais en vrai, voilà, je vais essayer de le commencer tout début novembre pour éviter de le faire traîner jusqu'en décembre, parce que sinon il va traîner jusqu'en décembre et c'est pas bon. Bref. Et enfin, le dernier livre, comme je l'ai dit, il est beaucoup plus léger que La Roue du Temps, c'est Wild Man saison 3, Fuir sans se retourner, de Jack Ronover. En vrai, lui, je l'avais commencé, non, je l'ai commencé début octobre, je crois. Je crois que j'avais hésité à le commencer fin septembre, et en fait, je l'ai pas commencé fin septembre parce que j'ai pas eu le temps. Bref, on s'en fout. Jack Ronover est une autrice que j'aime beaucoup, donc c'est une autrice, je l'ai pas vu écrire autre chose, donc elle écrit que de la romance pour moi. Et j'adore Jack Ronover, j'adore ses personnages, j'adore ses univers, j'adore ses romances, en bref, j'adore Jack Ronover. Et Wildman, c'est la saga que j'aime le moins de Jack Ronover. Donc de Jack Ronover, j'ai lu Wildman, j'ai lu Clash et j'ai lu Bad. Et Wildman. Du coup, Wildman, c'est celle que j'aime le moins. Avant, en fait, dans l'ordre, ma préférée c'est Wildman, ensuite c'est Clash, ensuite c'est Bad, et du coup, ensuite. Non! Ma préférée c'est les Mark Men. Oh, j'ai n'importe quoi. Ma préférée c'est les Mark Men, ensuite c'est Clash, ensuite c'est Bad, et ensuite c'est Wildman. Parce que ce sont des romances un peu plus dramatiques, un peu plus compliquées en fait. Bad était déjà pas mal compliqué, on va pas se mentir, mais dans Wildman il se passe vraiment des événements très traumatisants, très compliqués. Il y a des personnes qui se font tabasser, qui manquent de se faire violer, qui sont séquestrées. Enfin, vraiment, on est dans de la romance assez. C'est pas de la dark romance parce que ça arrive pas aux personnages principaux à chaque fois. Mais franchement, il y a des événements assez traumatisants qui se passent là-dedans. Et ici, en fait, c'est bizarre parce que pendant toute la première moitié du livre, je me suis dit, c'est cool, c'est sympa, mais c'est le tome que j'aime le moins de la saga que j'aime le moins. Donc on n'était pas sur un livre hyper ouf pour moi. Et la deuxième moitié, franchement, j'ai adoré la deuxième moitié. Je pense que ce qui fait que j'ai moins aimé ce livre-là, malgré tout, c'est que en fait, j'aime moins les personnages. Ils me touchent moins, je m'identifie beaucoup moins à eux, et je suis beaucoup moins impliquée avec eux. En fait, je les aime moins que les autres. C'est comme ça. Les goûts et couleurs, que voulez-vous. Donc ici, on suit le plus jeune frère. Dans le tome 1, on a rencontré Sai, qui est le plus grand. Dans le tome 2, c'est Stanton, je crois, qui est le frère le plus petit, enfin le du milieu du coup. Et ici, on a Lane, qui est le plus jeune des trois frères.
On est dans le Wyoming, c'est ça, avec les grands espaces, les chevaux, tout ça, les chapeaux de cow-boy, tout ça. En fait, je pense que ce qui fait que j'ai moins aimé, c'est que dans les tomes 1 et 2, on a donc le personnage principal masculin qui vient du Wyoming, qui est ancré là-bas depuis toujours, et le personnage féminin qui vient de l'extérieur, enfin qui vient d'un autre état, qui vient de la ville, qui est pas du tout dans cet univers-là, alors que là, les deux personnages sont ancrés dans le Wyoming, ils ont grandi, ils ont vécu, et je sais pas, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, c'est comme ça, j'arrive pas, c'est comme ça, mais bref. Et du coup, voilà, on suit ces deux personnages-là. Alors, on sait quel couple ça va être quand on a lu les tomes 1 et 2. Et je pensais que le thème serait un peu plus tourné vers eux et vers ce qui se passe pour eux, parce que c'est quand même pas... c'est quand même pas tout le monde qui vit ça et qui se passe ça, c'est très bizarre. Enfin, je veux dire, c'est compliqué quand même. Mais non, pas du tout. On est plutôt avec une espèce de road trip à travers les États-Unis. Parce que y en a un des deux qui s'est barré et du coup l'autre il va le chercher et donc il rentre en voiture et donc ils font un road trip à travers tous les États-Unis, ça prend des jours, des semaines. Et au cours de ce road trip, ils vont rencontrer un autre personnage qu'on n'a jamais vu avant et ils vont aider ce personnage-là qui en a grand besoin. Et je l'ai dit en vlog, c'est la première fois pour moi, en tout cas de mémoire à moi, entre guillemets, c'est la première fois que Jack Ronover inclut dans un de ses livres, dans une de ses sagas, un personnage homosexuel. C'est pas le personnage principal comme je l'ai dit, peut-être qu'un jour elle écrira une romance homosexuelle, MM ou FF, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, le personnage donc qu'ils récupèrent au passage et qu'ils vont aider est un personnage homosexuel. C'est de loin pas la meilleure facette de l'homosexualité, vraiment pas. En gros, c'est à peu près le pire qui peut arriver à un personnage homosexuel. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire que ça. Je suis pas homosexuelle moi-même, mon coming out, tout ça, j'ai pas eu à le faire, mais enfin, j'ai pas eu à faire de coming out, tu vois, mais je pense que ce qui lui arrive est le pire qui peut lui arriver, vraiment. Et donc voilà, on va les suivre là-dedans. Donc à la fois eux, comment ils vont se démerder pour finir ensemble, parce que c'est quand même une romance, tu vois, et à la fois aider ce personnage-là, lui montrer que la vie, c'est pas ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, c'est pas que ça, et qu'il y a des trucs cool qui peuvent lui arriver, même s'il est homosexuel, parce que tout ce qui lui est arrivé d'hyper négatif, d'hyper cruel et de vraiment terrible, c'est uniquement parce qu'il est homosexuel. Voilà, c'est de l'homophobie, hein, ni plus ni moins. Mais voilà, franchement, du coup, toute la première moitié où on est qu'avec les personnages principaux et où le personnage homosexuel n'est pas encore réellement intégré à l'histoire, j'ai trouvé ça sympa, mais pas dingue. Et la deuxième moitié, en fait, ce que j'ai préféré, du coup, c'est ce personnage-là, ce personnage secondaire que j'ai trouvé vraiment génial, hyper bien construit, hyper cool, vraiment. Bon, ce qui lui arrive n'est pas cool du tout, mais le personnage en lui-même, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, voilà, ce que j'ai préféré dans cette romance, c'est tout, sauf la romance. Mais j'ai quand même lu le bouquin. Je suis un peu deck parce que la saga, en vrai, elle continue. Il y a un tome 4, un tome 5, je crois, mais on n'a pas de traduction française. Donc, du coup, moi, je vais m'arrêter là parce que je ne lirai pas les trucs en anglais, mais voilà, quand est-ce qu'il est sorti? Ah, 2019. Du coup, on devrait déjà avoir le tome 4 et on l'a pas. Donc, je pense qu'il sera jamais traduit. C'est comme ça. Bref, pour cette saga, j'écoute Like I Will Never Love You Again de Carrie Underwood. Voilà, par exemple, pour cette saga-là, je voulais une musique chantée par une femme. J'ai écouté 2-3 musiques et puis j'ai choisi celle-ci. Ça va très bien, mais je me suis pas... En fait, j'ai pas porté particulièrement d'attention au choix de la musique comme je l'ai fait pour La Rue du Temps. Bref, mais en général, je vous conseille Jack Ronover. J'aime beaucoup Jack Ronover. Pour Wildman en particulier, faut avoir quand même le cœur pas mal accroché parce que je l'ai dit, il se passe vraiment des trucs pas très cool avec les personnages. Mais c'est pas hyper trash à lire non plus. J'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens dans cette lecture. Je sais pas ce que ça aura donné au montage pour vous. Je sais pas si vous vous en serez rendu compte comme d'hab. Juste, petite précision pour ceux que ça intéresserait et qui n'auraient pas vu le vlog. Le jour où je tourne cette vidéo, pour moi, j'ai fait un vlog backstage. Un vlog où je montre tout le processus pour tourner cette vidéo, la mise en place, comment ça se passe, le montage, machin, tout ça. Du coup, en plus du vlog d'hier dans la barre d'infos, je vous remettrai ce vlog là. C'est le vlog 7, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, si jamais ça vous intéresse de voir les backstage des vidéos YouTube, il y a d'autres personnes qui ont fait ça sur YouTube. Moi, je l'ai fait aujourd'hui parce que j'avais envie de le faire, voilà. Si jamais ça vous intéresse, ça sera en barre d'infos. En attendant, je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain!